Suite à un incident technique que je ne m'explique pas, je vais donc retourner la séquence sur la question 4A et la question 4B, où il est question justement d'utiliser notre bonne base, notre nouvelle base, pour calculer les différentes puissances de A et la base du commutant de A. Donc je vous rappelle que ce qu'on avait donc déjà établi, c'est que la matrice A, ça c'était la matrice de notre application F dans la base canonique, et on avait obtenu une base qu'on avait appelée B, dans laquelle la matrice de cette application était beaucoup plus simple que la matrice A, puisqu'on avait récupéré une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux c'était 1, 3, 5. Donc on s'aperçoit que s'il s'agit de calculer la matrice U puissance n, ça c'est pas véritablement un problème, puisque par opération sur les matrices diagonales, U puissance n, c'est 1 à la puissance n, 3 à la puissance 5, 3 à la puissance n, 5 à la puissance n, tout ça sur la diagonale. Donc on récupère très facilement la matrice U puissance n. Et pour récupérer la matrice A puissance n, on peut utiliser les liens qui existent entre la matrice de f dans la base C et la matrice de f dans la base B, des liens de changement de base. Je m'explique. La matrice A, je peux la relier à la matrice U en multipliant la matrice A, c'est la matrice dans la base canonique, donc en multipliant ça par la matrice de passage de la base C vers la base B, multiplié par la matrice U qui est la matrice dans la base B, multiplié par la matrice de passage de la base B vers la base canonique. Donc si j'appelle P la matrice de passage de la base canonique vers la base B, c'est une matrice qui va être assez facile à calculer, on va le voir justement parce qu'on a les éléments pour le faire, eh bien la relation qui est là devient que A est égal à PU P-1, ce qui va faciliter le calcul de A à la puissance n, puisque A à la puissance n c'est PU P-1, PU P-1, etc. jusqu'à PU P-1. Donc on va récupérer, en utilisant l'associativité du produit matriciel, P, U, identité, U, identité, identité U, donc les identités étant les éléments neutres du produit matriciel, on récupère PU puissance n P-1. Donc comme la matrice P puissance n, elle est facile à obtenir, on voit que le calcul va se résumer, le calcul des puissances de P, ça va se résumer à simplement, le calcul des puissances de A, ça va se résumer au calcul de la matrice P et de la matrice P-1. Or, la matrice P, qui est la matrice de passage de la base C vers la base B, par définition, ce sont simplement les coordonnées de epsilon 1, epsilon 5, epsilon 3, epsilon 5 dans la base canonique E1, E2, E3. Donc on avait obtenu que le vecteur epsilon 1, ses coordonnées c'était -2, 3, 1, que les coordonnées de epsilon 3 c'était 2, -1, -1, et que les coordonnées de epsilon 5 c'était -2, 1, 3. Donc la matrice P étant déterminée, il ne nous reste plus qu'à calculer la matrice P-1 pour obtenir notre résultat. Alors là, on ne peut pas espérer calculer P-1 facilement, simplement en exprimant les vecteurs E1, E2, E3 en fonction de epsilon 1, epsilon 3, epsilon 5. Les coefficients de la matrice sont un peu compliqués pour pouvoir faire comme ça. Donc là, il va falloir inverser cette matrice à la main, comme on l'avait appris à le faire. Par exemple, en utilisant l'algorithme de Gauss qui permet d'inverser une matrice en effectuant des opérations élémentaires sur les lignes de cette matrice et en faisant subir à la matrice identité les mêmes opérations. Alors j'insiste bien, on fait les opérations sur des lignes et rien que sur des lignes, ou éventuellement des opérations sur des colonnes et rien que sur des colonnes. Mais là, si vous mélangez les opérations sur les lignes et les opérations sur les colonnes, vous n'allez pas obtenir l'inverse et c'est une catastrophe. Donc c'est parti. Alors déjà, comme ce pivot ne me plaît pas ici, j'ai envie d'échanger quelque part les lignes et les colonnes de cette matrice pour se ramener à quelque chose de plus favorable. Donc ce que je vais faire, c'est que la première ligne, je vais la placer en première position puisque c'est la ligne la plus favorable. Et la dernière ligne, on va la placer en dernière position. Et donc là, on va avoir 3, -1, 1, L qui n'a pas bougé. Donc là, on fait ce qu'on appelle un échange de lignes, où
une transposition sur des lignes et on fait subir à la matrice identité la même opération, cette opération va nous ramener donc à cette matrice. Maintenant que j'ai un bon pivot ici, je vais effectuer des opérations qui me permettent d'éliminer le coefficient qui est là et le coefficient qui est là. Et là, visiblement, j'aurai un petit bonus. Donc les opérations qu'on est en train d'effectuer, je vais retirer à cette ligne-là 3 fois la ligne là. Donc là, je vais récupérer 0. Donc là, je vais récupérer moins 1, alors plus 3, donc je vais récupérer 2. Et là, on va récupérer 1, moins 9, donc là, je vais récupérer a priori moins 8. Et ici, on va récupérer donc ça plus 2, ça va faire 0. Ça moins 2, ça va faire 0. Ça, c'est cool, j'obtiendrai directement une matrice triangulaire. Et quand je multiplie celui-là par 2, j'obtiens 6. Quand je retire 2, j'obtiens 4. Et je fais subir les mêmes opérations sur la matrice identité. Donc là, je vais simplement écrire noir sur blanc les opérations qu'on a fait sur les lignes. Là, j'ai remplacé la deuxième ligne par la deuxième ligne moins 3 fois la première. Et la troisième ligne par la troisième ligne plus 2 fois la première. Donc là, je fais ces opérations-là. Donc là, la première ligne n'a pas été modifiée, donc je la laisse telle qu'elle. La deuxième ligne va devenir 0, 1, moins 3. Et celle-ci va devenir 0, 1, 2. Alors on continue à échelonner. Alors je vais déjà faire une dilatation sur chacune des lignes pour se ramener à des termes plus simples. Donc je vais remplacer la ligne L2 ici par 1/2 de L2. Et je vais remplacer la ligne L3 par 1/4 de L3. Donc là on va récupérer 0, 0, 1, 0, 1, moins 4 et ici 1, moins 1, 3. Et je fais les mêmes dilatations sur la matrice qui est là. Donc là, la première ligne n'est pas modifiée. Celle-là est remplacée par la ligne multipliée par 1/2. Et pour celle-là, on fait une multiplication par 1/4 qui nous amène à cette matrice-là. Très bien. Allez, on continue. Donc là, maintenant, je vais faire le ménage sur le terme qui est là et le terme qui est là. Donc pour ça, je vais utiliser la dernière ligne. Donc je vais faire cette ligne-là plus 4 fois cette ligne-là qui va me ramener à ceci. Et là, je vais faire cette ligne-là moins 3 fois cette ligne-là qui va me ramener à ceci. Donc j'écris les opérations que j'ai effectuées. L2 devient L2 plus 4 L3. Et L1 devient L1 moins 3 L3. Je fais les mêmes opérations sur la matrice qui est ici. Donc je remplace la ligne L1 par la ligne L2 par la ligne L2 plus 4 fois la ligne L3. Alors déjà la ligne L3, elle ne bouge pas. Et ici, on n'a plus qu'à faire l'opération associée. Donc j'ai dit que je faisais la ligne 2, ouais, je fais la ligne 2 plus 4 fois la ligne 3. Donc là, je fais ça plus 4 fois ça, donc là, je vais récupérer un 1. Ici, ça plus 4 fois ça, je vais récupérer 1/2. Et ici, ça plus 4 fois ça, donc ça va me faire 2 moins 3/2. Ça me fait donc 1/2. Et enfin, pour la ligne L1, je lui retire 3 fois la ligne L3. Donc là, je vais récupérer L1 moins 3K. Donc. Ici, on va récupérer 0. Et ici, on va récupérer 1 moins 3/2. On va récupérer moins 1/2. On n'a plus qu'à amener un 0 ici. Et ça va pas être très compliqué. Il suffit d'additionner à cette ligne-là la ligne qui est là. Et là, on fait donc l'opération associée. Donc L1 reçoit L1 plus L2. Et là, on va récupérer l'inverse de notre matrice. Donc là, on va récupérer 1/4 ici quand on fait la somme. 1/2 ici et 0 ici. Ici 1, 1/2, 1/2. Et ici 1/4, 0, 1/2. Donc là, la matrice P-1, on vient de la calculer. Donc là, on a réalisé
une inversion de matrice traditionnelle. C'est la matrice 1 quart, 1 demi, 0, 1, 1 demi, 1 demi, et 1 quart, 0, 1 demi. Donc pour calculer maintenant la matrice A à la puissance n, il suffit d'effectuer le produit de P par E puissance n par P-1, et on aura la dite matrice directement. Alors pour ceux qui ont eu le courage de faire les calculs, là on récupère la matrice P, là on récupère la matrice P fois U à la puissance n, et là après le produit par P-1, on récupère PU à la puissance n fois P-1, qui d'après la formule précédente est la matrice à puissance n. Donc là c'est un produit qui n'est pas très rigolo, mais bon voilà, on nous demandait le calcul de la puissance n, on l'a fait. Et ce calcul n'est pas rigolo, mais en même temps il est intéressant, c'est-à-dire que, vous voyez, les astuces quelque part ça a une limite. La plupart des puissances qu'on a pu calculer, c'était parce qu'on avait des motifs qui se répétaient, qui nous avaient permis de faire des récurrences. Là vous voyez bien, quand on voit le calcul final de la matrice à puissance n, on se doute bien qu'il n'y a pas d'astuce ici. Donc l'idée de se dire je vais voir la matrice A comme la matrice d'un endomorphisme et écrire cet endomorphisme dans une autre base pour pouvoir faciliter les calculs est une démarche qui est quand même très intéressante, puisque c'est pas du tout astucieux. On a juste cherché une base par un protocole qu'on peut reproduire à l'identique pour n'importe quelle matrice pour pouvoir calculer les puissances de ces matrices facilement. Alors pour la recherche du commutant, on va employer une méthode qui est complètement similaire. C'est-à-dire, moi ce que je cherche, ce serait une machinerie qui me permettrait de relier le commutant de A avec le commutant de U, et éventuellement, de la même façon, le commutant de U avec le commutant de A. C'est-à-dire l'objectif, c'est est-ce qu'il est possible de relier ces deux espaces-là, auquel cas, comme le commutant de U, ce sera le commutant d'une matrice diagonale, ça sera assez facile à calculer. Si j'arrive à trouver un isomorphisme entre les deux, je vais pouvoir faire communiquer les informations du commutant de U vers le commutant de A et du commutant de A vers le commutant de U. Bon, ça c'est le point de départ. Alors, maintenant, creusons. Le commutant de A, donc par définition, c'est l'ensemble des matrices M de M3 de R qui commutent avec A. Donc ça, si je vois ça à travers l'application F dans la base canonique, je peux dire que quelque part, l'égalité AM est égale à MA. Je peux l'associer directement à une égalité d'application linéaire dans la base canonique, puisque ça désigne des matrices d'application linéaire canoniquement associées aux matrices A et M. Donc ça, c'est une expression dans la base canonique. L'idée, ça va être de faire quoi? L'idée, ça va être d'entreprendre un changement de base. Alors pour changer de base, je vais utiliser l'expression, le lien qu'on avait obtenu entre la matrice A et la matrice U. On avait vu que la matrice A, c'était PU, P-1. Donc là, je vais effectuer mon changement de base en écrivant la matrice A, PU, P-1 fois la matrice M, qui va être égale à M multiplié par PU, P-1. Alors, afin d'obtenir une propriété sur la matrice U, je vais me débarrasser de la matrice P qu'on retrouve ici et de la matrice P-1 qu'on retrouve ici. Alors, je peux m'en débarrasser tout en conservant le raisonnement par équivalence, puisque pour me débarrasser de cette matrice ici, il suffit de multiplier par P-1 à gauche et ici par P à droite. Et si je fais cette multiplication à gauche et à droite, on va récupérer ici P, alors U P-1M multiplié par P après la multiplication à gauche par P-1 et à droite par P. Et là, on va récupérer donc P-1M P U. Alors le P-1P devient identité, voilà ce que je récupère. Donc ça, c'est ce que j'ai entrepris par multiplication à gauche et à droite par P-1. Le raisonnement par équivalence tient au fait que la matrice P et la matrice P-1 sont des matrices inversibles. Donc ces opérations, elles sont évidemment parfaitement réversibles. Bien. Si maintenant j'utilise l'associativité du produit matriciel pour mettre des parenthèses ici, je m'aperçois d'un phénomène très intéressant, puisqu'on vient de démontrer que la matrice M commute avec la matrice A, si et seulement si la matrice P-1MP commute
avec la matrice U. Donc là, voilà quelque chose de très intéressant. On vient de définir une application qui a une matrice M qui est dans le commutant de A, associe une autre matrice, la matrice P-1 MP, qui sera dans le commutant de U. Mais cette application-là, on sent qu'elle est complètement réversible. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire, mais si je prends maintenant une matrice N qui est dans le commutant de U, c'est-à-dire qui vérifie UN est égal à NU, on peut évidemment faire un chemin totalement analogue en disant la matrice U, je peux l'écrire sous la forme P-1 à P fois N est égal à N fois P-1 à P, et en faisant exactement le même cheminement, c'est-à-dire isoler la matrice A, je vais récupérer ici la matrice A multipliée par Pn P-1 est égal à, donc là je vais isoler la matrice A, donc il faut que je multiplie ici par Pn P-1 fois la matrice A. Donc là j'ai fait des multiplications à droite et à gauche par des matrices P et inverse de P pour pouvoir me ramener à cette relation-là. Ce qui signifie donc qu'en mettant des parenthèses ici, je viens de démontrer que si je prends une matrice N qui commute avec la matrice U, alors en lui associant à la matrice Pn P-1, j'obtiens une matrice qui commute avec A. Donc on a deux applications qui permettent de passer du commutant de A au commutant de U, du commutant de U au commutant de A. La bonne surprise, c'est que si je calcule psi rond phi, je récupère l'application identité. Et si je calcule phi rond psi, je récupère l'application identité. Alors, l'application ici, identité sur le commutant de U, et ici sur le commutant de A. Comme ces deux applications sont linéaires par linéarité du produit matriciel à droite et à gauche, je récupère en fait que ces deux applications-là sont des isomorphismes. Donc je constate par exemple que l'application psi, parce que c'est celle qui va m'intéresser le plus, comme elle est bijective de bijection réciproque phi et qu'elle est linéaire, c'est un isomorphisme entre le commutant de U et le commutant de A. Moralité, j'ai une application qui va permettre de transférer ce que l'on sait du commutant de U sur le commutant de A. Alors là, je vais faire référence à un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, au moins 3 fois, et une fois d'ailleurs dans le dernier DS. Le commutant d'une matrice diagonale qui a tous ses coefficients diagonaux distincts, c'est l'ensemble des matrices diagonales. C'est donc l'espace vectoriel engendré par E11, E22, E33. Comme cette application psi est un isomorphisme, je sais qu'elle va envoyer une base du commutant de U sur une base du commutant de A. Or, la famille qui est ici est donc génératrice du commutant de U est libre, puisque c'est une famille qui est extraite de la base canonique. On obtient donc que le commutant de U est de dimension 3 et que cette famille en est une base. Conclusion. Comme l'image d'une base par un isomorphisme est une base, en prenant l'image par l'application psi de ces vecteurs de base-là, on va récupérer une base du commutant de A. Donc on récupère que la famille P, E11, P-1, P, E22, P-1, P, E33, P-1, cette famille-là est une base du commutant de A, et donc que la dimension du commutant de A est égale à 3. Donc là, on vient de voir que en ramenant les calculs dans une autre base, on est capable de déterminer une base du commutant de U du commutant de cette matrice plus simple, et on a les applications qui nous permettent de passer d'un commutant à l'autre en respectant, puisque ce sont des isomorphismes, la notion de base. Je vous rappelle qu'une application linéaire bijective, elle conserve les bases, et la dimension. Je vous rappelle qu'une application linéaire bijective, elle conserve les dimensions. Donc on a déterminé le commutant de A, une base du commutant de A, et la dimension du commutant de A. J'espère que cette fois-ci, ça va tourner.